Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon PEA sur le mois d'août 2023. Donc, je vais vous présenter tous mes arbitrages et je suis très heureux de faire cette vidéo. On est le 25 septembre et donc c'est un peu tardif. Je m'en excuse. Avant toute chose, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Le but de ces bilans est d'être le plus transparent possible et de montrer mon processus d'investissement, mes erreurs et mes réussites. En aucun cas de montrer uniquement ma performance car ce n'est pas ce qui compte vraiment et je ne suis pas un professionnel de l'investissement, je suis un simple particulier. Voilà ce que je voulais vous dire. Et de plus, un étudiant, donc voilà. Si vous voulez prendre ce que je dis au sérieux et que c'est de la qualité, vous le faites. Si vous ne me prenez pas au sérieux, c'est pas grave, je passe à autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois d'août? Donc, on peut voir que sur ce mois d'août, Indépendance Expansion France fait moins 1,3%, Indépendance Expansion Europe Small fait moins 1,5%, le CAC Mid and Small fait moins 1,1%, le CAC 40 Net Return donc, fait moins 2,9%, le Stoxx Europe 600 fait moins 3,9% et mon portefeuille PEA Stock Picking fait moins 1%. Ce qu'on peut voir ici, c'est toujours le schéma de indépendance AM sur le fonds France et on voit que faut remonter à plus de 10 ans pour revoir une surperformance du fonds et du CAC Mid and Small par rapport au CAC 40, donc c'est vraiment énorme. Et on a vraiment une prime sur les small caps actuellement d'environ 20 à 25% au niveau des valorisations. Au niveau des indices, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois d'août? CAC 40, moins 1,21% en bleu. Le France CAC Large 60, donc les 40 plus grandes sociétés françaises, en incluant les 20 après CAC 40, ça fait moins 1,25%. Le Nasdaq 100 est stable à 0,01%. Le S&P 500, je vous ai pris ces deux ETF en euros. Donc le ESE de BNP fait 0,2%. Le MSCI World fait moins 0,58 et le MSCI Emerging Markets en dollars, donc là c'est l'indice de zone bourse qui fait moins 6%, donc les pays émergents sous-performent largement. Et on a une prime sur les actions américaines, une meilleure performance mais très très légère. Donc bah, quand même par rapport au CAC 40 de 1,4%. Ensuite, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le CAC est à 10,46, donc comme une belle perf. Le CAC large 60, on est à 13%, donc les sociétés qui suivent le CAC performent très bien. Ensuite, le Nasdaq 100, donc l'ETF Amundi PEA fait 40%, donc c'est vraiment énorme. Le S&P 500, le ESE de chez BNP disponible dans le PEA fait 16,63, donc c'est aussi pas mal. Le CW8 Amundi MSCI World fait 13,37, vraiment une belle performance. Et enfin, le MSCI Emerging Markets fait seulement 1,84%, donc ça sous-performe largement, mais on est quand même à des très belles perfs depuis le début de l'année, même si on peut voir en cette fin de mois de septembre que les marchés subissent vraiment une baisse marquée ces dernières semaines, surtout cette dernière semaine et surtout aujourd'hui au 25,09, le marché européen n'est pas très en forme. Au niveau voilà, des indices, on peut voir que sur ces 5 dernières années, le France CAC Large 60 fait plus de 50%. Le CAC Small fait même pas, est à l'équilibre, 0% sur 5 ans, donc c'est vraiment pas dingue. Et on voit que le CAC Mid and Small fait environ 15%, 10-15%. Donc c'est vraiment pas très très dingue à ce niveau-là, alors que normalement les small caps surperforment sur le long terme. On voit donc qu'une valorisation par rapport à l'indice Argos Mid Market qui indique la valorisation historique du private equity est de l'ordre de 35 à 40% en faveur du private equity. Donc on a une décote vraiment de 35 à 40% des small caps par rapport au private equity. Et on a une décote de 20 à 25% par rapport au CAC 40 sur le CAC Mid and Small en termes de valorisation. C'est vraiment comme excessif actuellement. Donc là, on peut voir que normalement surperformante sur le long terme,
On voit que depuis 2018, les small et mid cap ne surperforment pas en France et donc la performance relative est négative, notamment à cause des flux qui n'arrivent plus au sein des small et mid cap. Et qu'on a une décote, vous voyez en haut, de 14% par rapport au large cap sur le PER à la fin de l'année, PER à 1 an. Et donc, vous voyez que depuis le début de l'année, il y a une décote de 6%. Donc là, c'était en août, ouais, au 31 août, et ça a encore augmenté. Donc, on va voir la marche à suivre. Personnellement, moi, j'accumule toujours de belles small caps sous-évaluées et qui ont un potentiel de hausse significatif. Phénomène de flux, donc là, on voit que, en effet, depuis 2018, le Q1 2018, on a des flux sortants massifs des small et mid cap de la zone Europe, pas que en France, et que ça continue notamment depuis le Q4 2021. On n'a pas vu de flux positif sur ce petit segment de marché qui sont les small et mid cap, et seulement un retour des flux permettrait à nouveau une surperformance de ces sociétés, de ces small et mid cap françaises et également européennes. Donc on attend ça avec impatience. En attendant, il y a des retraits massifs de la cote parce que les sociétés s'échangent à des prix très sous-évalués. Donc au niveau de la valo, au 31 juillet, j'étais à 11 509 euros, 47 centimes. Et au 31 août, je suis à 11 673,67 euros. Je comprends également mes ETF ici. Donc liquidité, je suis à 303,55 euros de liquidité, donc de cash. J'ai fait 300 euros d'apport, j'ai une moins-value sur le mois en incluant les ETF, bien sûr, moins 123,22 euros, soit une performance de moins 1,04%. J'ai touché 8,1 euros de dividendes. Nombre d'ordres, j'en ai passé 8, alors que le mois dernier c'était 5. Et le nombre de lignes ETF inclus, on est à 28, contrairement à 31 le mois dernier. J'ai touché 8,1 euros de dividendes de la part de LDC, donc le volailler français. Et j'ai 3 parts, donc vous faites le calcul de ce que ça fait. Ça fait 2,70 € de dividendes, je crois, dans ces eaux-là, je ne sais plus précisément. Donc mon objectif à moyen terme, c'est d'être à 70% de small et mid cap françaises et 30% d'ETF. Et j'ai encore 43,76% d'ETF et 56,24% en small et mid cap. Ça n'a pas trop bougé parce que mes small et mid cap ont un peu sous-performé sur ce mois. Donc, depuis l'ouverture de mon PEA sur l'ensemble du portefeuille, je suis à 4,37% de perf. Je me fais atomiser par le CAC 40, notamment parce que je fais des apports réguliers, ce qui lisse ma performance, mais le CAC 40 a très bien performé, vous le voyez, notamment depuis le T3 la fin du T3 2022, il a explosé à la hausse, tout simplement. Pourquoi j'ai mis la même photo? Ici, c'est mon stock picking. Non, je me suis trompé. On verra pas la performance de mon stock picking sur ce mois d'août depuis sa création le 8 avril 2022. Donc voilà. En tout cas, pour ce qui est du stock picking sur le mois d'août, je fais moins 0,91% et je surperforme tout sauf le Lixor PEA MSCI World qui fait moins 0,51%. Ensuite, on passe tout de suite aux ventes que j'ai faites. Donc les ventes, c'est j'ai vendu Ipsos, mais avant tout, je vous laisserai aller voir dans la description. Je ne vous l'ai pas mis ici, mais j'ai fait le transcript complet de l'Assemblée Générale de Groupe Guillain. Donc Groupe Guillain, si vous êtes investi dessus, c'est très important d'aller aux AG et j'ai eu personne. Donc si vous avez du Groupe Guillain en portefeuille, achetez ce document. Il y a une remise de 20%, 25% actuellement avec le code ALGIL20, donc le ticker avec ALGIL25. Donc vous avez 25% sur ce transcript d'AG. Donc, excusez-moi pour le flou, c'est le soir. Donc pourquoi je vends? Période de détention 109 jours, moins-value moins 4,92%. Pourquoi je vends? Parce qu'on a un momentum pas bon, une croissance faible et on a un abaissement des prévisions pour 2023. C'était pas une grosse position et dans le but de solder mes petites positions et de concentrer mon portefeuille, j'ai vendu du Ipsos qui m'a libéré également de la liquidité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu du Click Digital. Click Digital, pourquoi j'ai vendu? Parce que on a une activité plus que louche, voir ma dernière vidéo sur la société.
Donc allez voir sur la chaîne, vous verrez de quoi je parle. Si vous avez des actions clic digital, je vous conseille donc d'aller voir cette vidéo. Période de détention 187 jours, moins-value, moins 8,85%. Donc voilà ce qui est pour clic digital, ma vente. Ensuite, j'ai vendu du Rexel. Petite position que j'avais, je l'ai détenu 92 jours. J'avais une plus-value de 10,67%. Ce que j'aime pas chez Rexel, c'est que ce n'est pas un leader mondial. Sonepar est beaucoup mieux géré et le numéro 1 mondial en plus. On a un track record qui est inexistant, des bons résultats, mais conjoncturels. Je préfère investir sur du Thermador, management de qualité et un meilleur track record. Même si on n'est pas sur le même segment de marché. Thermador, je le rappelle, fournit Rexel en matériel, donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté en fait du Clinica Baviera. Donc Clinica Baviera, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise espagnole, une small cap espagnole, 342 millions de capi, secteur de la santé, et on fait des diagnostics et recherches, mais en fait c'est des cliniques privées d'ophtalmologie. Fondée en 1992 par Giulio Baviera, Clinica Baviera est le leader espagnol des cliniques privées d'ophtalmologie. La grande majorité de l'activité se concentre sur les traitements par laser pour soigner la myopie, la presbytie et la cataracte. La société réalise des opérations qui ne résultent pas de l'urgence et opère donc en dehors du système public de santé, même si des accords existent avec des mutuelles et des assurances privées. Le vieillissement de la population européenne est un catalyseur de croissance pour le groupe puisque le nombre de pathologies ophtalmologiques, cataracte, myopie, augmente proportionnellement. Grâce à son expérience auprès de milliers de patients et sa meilleure accessibilité par rapport aux hôpitaux publics, Clinica Baviera est bien positionnée pour capter un pourcentage conséquent de cette croissance. Donc ça, c'est un petit article que j'ai tiré de Gay-Lussac Gestion sur la société. Donc ensuite, c'est un threads de MyStock, allez suivre, et s'il regarde ma vidéo, je le salue, parce qu'il fait de la qualité sur Twitter, maintenant X, et donc voilà. Fondée en 92 par les frères Baviera, la société se présente aujourd'hui comme le leader européen de l'ophtalmologie privée, et on a toujours Eduardo Baviera à la tête de l'entreprise en tant que CEO. En 30 années d'existence, la société s'est beaucoup développée puisqu'elle est aujourd'hui présente dans 4 pays, Espagne, Allemagne, Autriche, Italie, via 100 cliniques. Donc on a un peu plus de 100 cliniques maintenant. À la mi-année 2023 et 1300 employés. Le chiffre d'affaires atteint désormais près de 200 millions d'euros. Donc vous voyez, on a la majorité des cliniques en Espagne, après en Allemagne, après en Italie. Donc qu'est-ce que fait Clinica Baviera? Elle propose une large gamme de prestations au sein de ces cliniques, dont la chirurgie réfractive, traitement par laser de l'œil pouvant éviter le port de lunettes, presbytie, cataracte, maladie rétinienne, ophtalmologie pédiatrique, strabisme. Donc voilà, on fait quand même tout ce qui approche de l'œil. Introduite en bourse en 2007, la composition du capital a beaucoup changé depuis. Suite à une OPA de Higher Eye Capital Group en 2017, ce groupe, qui est leader chinois des cliniques ophtalmologiques, est le principal actionnaire à 80% avec la famille fondatrice 10%. Donc on voit que Santander, en fait, ils ont vendu un petit peu là, donc on a un peu plus de flottant, mais on a un flottant très réduit sur la société. Depuis son IPO en 2007, la société n'a pas démérité puisque le CA a augmenté en moyenne de 7,4% par an entre 2006 et 2022. On note même une accélération ces 5 dernières années avec 13% par an et une belle résilience en 2020, moins 1,4%, suivi d'un très fort rebond en 2021, plus 40,9% de croissance du chiffre d'affaires. En ce qui concerne la rentabilité, tous les indicateurs sont au vert avec un REX multiplié par 3,5 résultats d'exploitation par 3,5 en 5 ans, une marge d'exploitation qui est passée de 13,6 à 22,5, soit plus 885 points de base, donc plus de 8%. Un retour sur capitaux employés après impôt de près de 28,4% en 2022. Donc c'est vraiment énorme. La société a très très bien rebondi et c'est vraiment très bon en tant qu'investisseur. L'endettement et la génération de cash sont à la hauteur de la rentabilité. Donc on a une dette nette sur EBITDA, même si j'aime pas beaucoup ce ratio, incluant les dettes de location à 0,26 fois, c'est très peu. Le free cash flow de 2022 est de 33,18 millions d'euros avec un très bon niveau de cash conversion. Free cash flow sur EBITDA de 58,2%. Lapsus. Pardon. Payout de 56%. Depuis 2017, le retour aux actionnaires a été beaucoup plus intéressant. Le groupe a progressé de 80%. En incluant les dividendes, le retour s'élève à 12,9% par an. Alors que l'OPA était réalisé sur la base d'un price earning de 17 fois, il ressort aujourd'hui à 10,6 fois pour 2023.
Au niveau des faiblesses, on a un très faible flottant, donc une faible liquidité du titre, peu de comparables peu connus, un parcours boursier à confirmer dans le temps après des débuts difficiles, suivi de la valeur parfois difficile, très peu d'informations en anglais sur leur site. Et là, je vous ai mis la croissance en fait des global, donc le marché des traitements globaux de la myopie et de la presbytie. Donc entre 2021 et 2028, on s'attend sur ces deux pathologies-là, entre guillemets, à une croissance annualisée de 7,9% par an. Et pour la cataracte, on s'attend à une croissance des opérations de 8% par an entre 2023 et 2030. C'est vraiment énorme. Et au-dessus, je vous ai mis euh, les chirurgies pour la cataracte, le marché en fait, et on voit que l'Europe croît fortement avec l'Amérique du Nord un peu moins, l'Asie-Pacifique un peu moins. En fait, l'Europe, c'est vraiment le driver principal de cette croissance, avec également le Middle East and Africa. Voilà tout. Donc pourquoi j'achète Clinica Baviera? On a un leader européen dans sa spécialité, positionnement premium et niveau de rentabilité élevé, ROCE supérieur à 20%. On a une croissance régulière portée par des tendances structurelles, santé et vieillissement. On a une valorisation faible. En plus, on a un excellent track record du dirigeant fondateur. On a un très bon retour à l'actionnaire depuis 2017 et la société continue de délivrer de très bons résultats. De bons résultats, j'ai mis, mais ils sont quand même très bons. Une marge nette de plus de 15% qui devrait continuer d'augmenter au rythme de montée en maturité des cliniques italiennes et allemandes. Pour ce qui est du dividende, il est en augmentation. Il était un peu fluctuant, mais là, on a des résultats très solides et on propose un rendement de 6%. Je crois qu'il y a 30% d'acompte de prélèvement à la source par l'État espagnol. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté 4 actions le 11 août à 21,30 €, ce qui porte ma position à 13 actions avec un PRU de 19,64 €. Donc j'ai loupé le coche à 17,30, le point bas là. Mais je pense que la société est toujours sous-évaluée. Donc ça a repris quand même un petit 20% là entre les 17,30 et c'est monté au 22. Mais je suis assez confiant dans l'avenir de la société. Pour ce qui est des indicateurs, donc le PER et le cours sur capacité d'autofinancement, c'est le facteur value, donc on veut que ça soit le plus sous-évalué possible. Et le ROCE et la croissance du chiffre d'affaires, c'est un ratio qualité, donc on veut qu'il soit le plus élevé possible par rapport au marché. Donc on voit qu'en PER, on a une décote de 28,85%, donc c'est un checkmark ici. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement, on a une décote de 24,4% par rapport au CAC Mid and Small, donc c'est un checkmark également. Au niveau de la qualité, on est à plus 400% en ROCE, donc c'est un checkmark par rapport au marché. 36% de ROCE, c'est énorme. Et on a une croissance du chiffre d'affaires de 15% en 2022, plus 56% par rapport au marché. Donc on a un checkmark qualité et quality value et small cap qui est vraiment validé à ce niveau-là pour Clinica Baviera, même si la société a pris 20% depuis les 17,30 € que le cours a atteint courant cet été. Société suivante que j'achète et que j'aime plutôt bien et qui est mal aimée du marché en ce moment, c'est Obey. Donc Obey, ça cote à 38,85 actuellement. C'est une small cap française, une ESN, qui capitalise 515 millions d'euros. Donc c'est une ESN, Société des services du numérique. On voit qu'on a une stratégie de développement patrimonial et durable. Donc on est passé en 2016 de 326,4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 513,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le ROP d'activité est passé de 31,5 à 53,2 millions d'euros et le résultat net est passé de 21 millions d'euros à 35,6 millions d'euros. Donc une très très belle croissance sur le long terme. Vous voyez que depuis 2001 où on a une légère décrue suite à la crise des dot-com, on a une très très belle croissance ininterrompue, un peu en 2010, 2009 et ensuite croissance ininterrompue, synonyme de qualité et de très bonne gestion de la société. La société est franco-européenne, donc son marché s'adresse à la France, son activité, elle s'adresse principalement à la France, 51,3% de l'activité, et 48,7% à l'international. On a 7 pays et 21 bureaux. Au niveau de 2022, on voit qu'on a eu une croissance du chiffre d'affaires de 9,1%,
la répartition du chiffre d'affaires, elle se fait de 263 millions d'euros en France et 250 millions à l'international. On a eu un résultat opérationnel d'activité de 53,2 millions d'euros et un résultat net de 35,6 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est de s'exposer indirectement à la banque, finance et assurance, secteur que je n'aime pas et que je n'ai pas au sein de mon portefeuille. Et donc, c'est une diversification indirecte de la part de cette société qui est plutôt très bien géré également. Télécom, médias, jeux vidéo, je suis pas beaucoup, pas jeux vidéo, jeux tout simplement, je suis pas beaucoup exposé. Énergie, utilities, santé non plus, secteur public non plus, et transport, retail, e-commerce, luxe non plus. Donc, on a une très très belle diversification indirecte de la part de cette société. Donc là, on voit les 15 plus gros clients de OB, Société Générale, Crédit Agricole, BNP, Allianz, AXA. Donc on a pas mal d'assureurs. On a également Accenture, l'Union européenne, Vodafone, Banque de France, voilà. Voilà ce qui est de la société. On a 45,3% du capital qui est détenu par les managers. Et donc, c'est plutôt bien pour booster la performance, pour avoir des actions gratuites. Ils sont obligés de faire de bonnes performances et c'est plutôt bon signe. Donc pour 2023, on prévoit une croissance du chiffre d'affaires des ESN de 4,2% selon Numéum. Donc la société pour l'instant OB surperforme sur son premier semestre. On a 6,3% de croissance du chiffre d'affaires en organique. Donc c'est dans la fourchette prévue de 5 à 7% pour l'instant. On a une marge opérationnelle d'activité à 8,9 vs 10,3 l'année dernière, mais c'était très exceptionnel l'année dernière. Et on a un taux d'utilisation un peu plus faible des employés pour ce premier semestre. On a des effectifs qui progressent quasiment pas et on a un résultat net quasi stable. Et ce que j'aime voir, c'est le nombre de dossiers de croissance externe que nous recevons est en sensible augmentation, sachant que la société a 80 millions de cash. Donc on nous dit qu'on a un bon semestre d'ensemble dans un environnement moins favorable. Donc, OB, on nous dit en gros qu'on a de bons résultats au premier semestre 2023. On a une croissance organique de 6,3% malgré une base de comparaison exigeante. On a un bon niveau de marge opérationnelle d'activité à 8,9% contre 10,3% au premier semestre 2022. Et c'est une conséquence d'un taux d'utilisation plus faible de 3% en moins, un calendrier défavorable en termes de jours ouvrés. Vous le savez, le mois de mai où il y a eu beaucoup de jours fériés en France. Et on démontre quand même une très bonne résilience d'activité face aux impacts inflationnistes. Les salaires compensent toujours les hausses de prix, compensent toujours les hausses de salaire. Au niveau du résultat net, on est quasi stable à 17 millions contre 17,3 l'année dernière. Et on a une charge d'impôt. Pourquoi on est quasi stable? Parce qu'on a une charge d'impôt qui fait ressortir un taux d'imposition de 3%, de 3% inférieur par rapport à l'année dernière. On est à 26% contre 29% l'année dernière. Au niveau de la trésorerie nette, elle est stable à 83,5 millions d'euros après versement des dividendes. La capacité de financement, elle s'élève à 28,1 millions d'euros contre 29,1 millions d'euros un an plus tôt. Donc on a toujours une très bonne conversion cash. Et malgré un versement du dividende pour 9,3 millions d'euros, on a toujours une trésorerie nette de 83,5 millions d'euros. Donc au niveau de OB, la demande des clients, elle reste toujours à un bon niveau au niveau des perspectives. On a une tendance moins élevée que c'est le record de l'an dernier. Cette normalisation, elle se constate de manière homogène sur tous les pays et sur tous les secteurs. Les clients font preuve de retenue et de prudence dans leurs investissements au regard d'un contexte macroéconomique peu lisible et incertain, c'est vrai ça. Si cet attentisme a été notamment visible sur les mois d'été, l'activité sur le début du mois de septembre, semble montrer des signes d'amélioration encourageants. Compte tenu de ces éléments, OB, de manière prudente, s'attend à un atterrissage vers le bas de fourchette de ses objectifs annuels. Donc ça revient vers 5% et 9,5% de marge opérationnelle. Donc pour le S1, on voit que on a une très très bonne résilience de l'industrie des transports puisque le chiffre d'affaires a cru de 26% pour ce secteur. Secteur public, pas très bon, moins 1% sur ce semestre. Télécom, moyen 2% de croissance du chiffre d'affaires. La distribution, très bonne tenue, on a plus 15% de croissance du chiffre d'affaires. Banque et finance, plus 6%, on est dans la moyenne. Banque, finance et assurance, on est dans la moyenne de croissance, donc à 6,4. Et services et utilities, plus 6%. Donc on a une bonne surprise du côté de l'industrie et des transports pour ce premier semestre. Donc pourquoi j'achète du OB? On a une société qui combine croissance organique soutenue
plus 7% par an sur les 8 dernières années, et une politique de croissance externe très qualitative. On a une marge opérationnelle supérieure à 10% parmi les meilleures françaises, même si ça redescend en ce moment sur le S1 2023. On a un début d'exercice 2023 très satisfaisant comparé aux concurrents et on a une croissance organique entre 5 et 7% pour 2023. Donc on va s'attendre au bas de la fourchette, donc plutôt 5%. On a un ROCE quand même de 20%, donc très bon retour des capitaux employés. Et on a un marché en croissance structurelle, c'est la digitalisation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renforcé ma ligne, j'ai acheté 4 actions à un PRU de 42,51. Donc, au total, j'ai 11 actions à un PRU de 44,96. Donc, je moyenne à la baisse, même si c'est pas très bon. J'ai confiance dans la société et on a une valorisation historiquement basse par rapport à ces 10 dernières années sur du Obey. Donc, au niveau du dividende yield, donc du rendement du dividende, il est de 3,09% au cours actuel. C'est vraiment pas mal. On a une hausse du dividende annuel toujours en hausse depuis l'origine. Vous voyez qu'en 2012, on était à 18 centimes. Là, on est à 1,2 euros. Donc, pour ceux qui recherchent un peu de dividende, même si ce n'est pas ce que je recherche, c'est très qualitatif au cours actuel. Donc, au niveau du price earning, on a une décote de 6,4% par rapport au marché, malgré une qualité beaucoup plus supérieure. Donc, c'est un checkmark à ce niveau-là. Cours sur capacité d'autofinancement, on est un peu surévalué par rapport au marché de 11%. Donc, ça, c'est drapeau rouge. Donc, au niveau de la value, on a un checkmark sur les deux ratios. Et au niveau du ROCE, on a un checkmark parce qu'on a une surperformance de 185% par rapport au marché. Et pour la croissance du chiffre d'affaires 2022, on est à moins 5,2%. Donc, on sous-performe un peu le marché, même si c'est très léger. Donc, on a deux drapeaux rouges et deux checkmarks. Donc, au vu de la qualité de la société, franchement, c'est vraiment abusé de sous-évaluer aussi fortement une société de cette qualité et de cette gestion qui a, pour rappel, plus de 50% de résilience, de récurrence de son chiffre d'affaires, pardon. Donc on passe tout de suite à la société suivante c'est Steph. Donc Steph, qu'est-ce qui se passe? C'est que je trouve que la société est à un bon prix actuellement. On n'est pas trop cher et à moyen terme, je pense d'ici 3 à 5 ans qu'on peut avoir de très très belles performances sur la société parce que sa stratégie de maillage en nénuphar de la France est mature maintenant, mais on commence en Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, on commence à être très bon. Dans le Benelux, c'est un peu plus compliqué également au Royaume-Uni, mais je pense que ça peut être très bon. On peut peut-être avoir une nouvelle de rachat d'un transporteur en Suisse, parce qu'on a racheté également un, pardon, j'arrive pas à trouver, un hangar logistique en Suisse, donc du stockage frigorifique. Et ensuite, on achète un transporteur pour pouvoir transporter les marchandises dans toute la Suisse. Et c'est la stratégie que l'on fait en Suisse, en Italie, en Espagne, tout ça. Et donc, ça porte actuellement comme ses fruits. Pour rappel, Steph, c'est un leader européen de la logistique sous température dirigée de moins 25 à plus 15 degrés. Donc, excusez-moi pour ce petit bug. Je continue donc d'accumuler à un bon prix. Donc, on est à 4,2 fois la capacité d'autofinancement actuellement sur Steph. Donc Steph, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est un leader européen du transport frigorifique sous température dirigée. On a 1,326 milliard de capi. Donc on est sur le secteur industriel et on est sur de la logistique. Au niveau des chiffres 2022, on a 4,2 milliards de chiffre d'affaires, 146 millions de résultats consolidés. Donc c'est le résultat net. Et on a 1 milliard 40 millions de capitaux propres consolidés. On a quand même 21 000 collaborateurs, donc 21 700, bientôt 22 000. Donc la masse salariale représente quelque chose d'important pour la société. On est présent dans 8 pays, on fait plus de 110 000 livraisons par jour et on a plus de 20 000 clients. Voilà tout. Et j'avais tiré quelque chose du site, c'est que le président et directeur général Stanislas Lemort, donc le président actuel, fils, c'est familial toujours, je ne sais plus comment il s'appelait, le père Lemort, mais il dit que nous sommes plus solides que jamais et résolument européens. Donc l'Europe commence à très très bien marcher et donc c'est une très bonne nouvelle pour Steph. On a eu des cessions des activités maritimes, donc on a
cédé la méridionale comme c'était prévu à la CMA CGM. Donc c'est vraiment très très bon. On a cédé pour 119 millions d'euros ces activités maritimes. Ils ont acquis 35 millions de titres et remboursement des comptes courants STEF, donc net de trésorerie, 84 millions d'euros. On a forcément donc un impact sur le bilan, sur le résultat et le bilan sur ce premier semestre qui donne plus 15,6 millions de résultats des activités cédées et un free cash flow au premier semestre de 115 millions d'euros, donc impacté positivement par la cession de la méridionale qui est très très bénéfique parce que c'était une activité en perte. Au niveau du chiffre d'affaires sur ce premier semestre, on a une croissance modérée du chiffre d'affaires. En France, on a plus 31 millions d'euros, à l'international, plus 37 millions d'euros. La surtaxe carburant, elle est impactée négativement de 2 millions d'euros, voire quasi stable, parce que l'année dernière, le carburant était très cher et en fait, en pied de facture aux clients, on répercute directement le carburant. Donc là, ça a baissé un peu, mais on est de nouveau autour des 2 euros le litre de gasoil, donc ça va être stable pour cette année, je pense. Variation de périmètre, notamment avec l'Italie, je pense, et la Suisse. On a plus 46 millions de chiffre d'affaires avec la variation de périmètre et plus 103 millions d'euros sur les autres activités, donc, dont les ventes de marchandises pour la restauration hors domicile, plus 106 millions d'euros. Donc la restauration hors domicile, ça ne marche pas, mais c'est très très positif pour le groupe. Ça fait de la visibilité en fait et de la qualité de service. Donc actuellement, c'est ce qui marche le mieux. Et plus 3,5% à périmètre constant hors vente de marchandises pour la restauration hors domicile. Donc on est plutôt pas mal, plutôt résilient, plutôt récurrent comme business. Moi, j'aime bien ce que je vois là. Au niveau du résultat opérationnel, il est en progression grâce au dynamisme des activités internationales. Donc on avait un taux de marge opérationnel de 5,8%, on est à 6% actuellement. Donc on a une amélioration à ce niveau-là. On perd 5 millions d'euros en France par rapport à l'année dernière, mais l'international est en belle croissance de plus 13 millions d'euros, donc ça c'est pas mal, et on a un impact de 1 million d'euros ici, je ne sais pas ce que c'est. Pour le résultat net, c'est à peu près pareil. Pour les activités poursuivies, on a un EBIT qui augmente donc de 9,2 millions d'euros. On a l'impôt sur les sociétés qui augmente, donc on est à moins 0,9 millions d'euros. Le résultat financier, on a de la dette, donc ça impacte négativement à hauteur de 8,8 millions d'euros les résultats financiers. On a une mise en équivalence de moins, ça impacte le compte pour moins 500 000 euros. Et donc, on a moins 1,3% de résultat net des activités poursuivies. Mais résultat net du groupe, on est quand même avec les activités cédées, en fait, ça a un impact positif. Donc, on a 94,8 millions d'euros, mais on a quand même une baisse de 1,3% par rapport au S1 2022, notamment à cause de la cession de la méridionale. Donc ce qui est important à savoir, c'est que les ratios financiers sont importants pour la société STEF. C'est qu'en fait, on a plus investi, donc on a fait du rattrapage de véhicules, on avait besoin de véhicules neufs ici. Donc on a acheté près de plus de 65 millions d'euros donc de véhicules par rapport au S1 2022 et les achats d'immobilier, les investissements en immobilier ont augmenté de 4 millions d'euros, donc ce qui fait que les investissements ont augmenté de plus de 71 millions d'euros sur ce premier semestre par rapport à l'année dernière. Et l'endettement qui est à 45% à taux variable, ça impacte très très fort le groupe. Donc on va avoir un surcoût de la dette parce que la dette à taux variable est sur l'Euribor 3 mois et il est actuellement à 3,11%, donc ce qui nous fait un taux moyen global de l'endettement donc de 2,11% contre 0,62% au S1 2022, mais on a quand même 55% de la dette à taux fixe, donc on a une légère évolution de l'endettement net. Donc ça reste quand même à surveiller, mais ça va impacter pendant quelques moments, pendant que les taux sont hauts, le groupe s'il ne rembourse pas leur dette. Et la dette à taux variable, c'est pour financer le besoin en fonds de roulement d'ailleurs. Ensuite, au niveau des perspectives, ils sont confiants dans la solidité de leur modèle, et dans notre capacité d'adaptation de nos moyens face à l'évolution de la consommation. Donc vous voyez qu'on a quand même une très belle activité résiliente au premier semestre. On a une capacité préservée du groupe à mener les opérations de croissance externe et les investissements nécessaires à son développement. Et on a une poursuite volontariste des engagements en matière de transition énergétique. Donc on est quand même de très, très belles perspectives. Donc là, on était sur les résultats financiers. Là, on va faire un zoom un peu plus large sur le groupe. Donc structure
juridique de la société cotée. On a les dirigeants, en fait, on a seulement, 27,5 de flottance chez Steph. On a quand même, les employés qui possèdent, 17,7 du capital et les Atlantic Management, Famille Mort, société européenne de logistique du froid, qui possède quand même pas mal de parts de la société, ce qui montre que, on est skin in the game et on fait un développement de la société dans le temps et on ne pense pas à des résolutions court terme. Et on le voit d'ailleurs, le très beau développement du chiffre d'affaires, la très belle croissance du chiffre d'affaires qui, fait que en fait, on gère très, très bien la société et ça se lit dans les comptes. Le management est impeccable. Pareil au niveau de l'EBITDA, même si j'aime moins ce ratio financier, la stratégie est là, le management est intègre et ça déboule dans les comptes, comme dirait Philippe. Donc pourquoi j'achète du Steph? Parce qu'on est un leader en France, on a 60 des parts de marché et en Europe, on commence vraiment à être leader et on gagne des contrats significatifs dans plein de pays. On a une excellente croissance du chiffre d'affaires de 5,5 par an depuis 10 ans. Donc ça, pour ce type de société, c'est vraiment pas mal. On a un mode, c'est le maillage territorial en nénuphar mature en France et en développement en Europe. On a un secteur défensif peu cyclique, c'est la consommation de base. Donc on peut le voir actuellement dans les résultats, ils sont pas si mauvais, contrairement à toutes les autres sociétés. On a un bilan très solide car l'immobilier est en propre et on a eu la vente de la méridionale, donc on a la coupure du foyer de perte, donc c'est très très bon. On a une détention également et une gestion familiale de la société. Donc comme je vous l'ai dit, on a seulement 27,5 de flottant. Donc, on a une vision long terme, pérennité de l'entreprise, importance du capital humain. Donc là, j'ai repris un peu tout ça de Philippe Lucchesi. Il suit la société. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, c'est très très bon. Et moi, je me base sur ce qu'il dit parce qu'il rencontre le management assez souvent lors des SVAF et des AG. Donc, j'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté une action à un PRU de 111,88 durant ce mois d'août. Et au total, j'ai 6 actions avec un PRU de 101,6 euros. Donc le dividende est en très belle croissance chez Steph. Donc ça suit l'intégrité du management et la stratégie qui commence à porter largement ses fruits. Donc on a eu plus 33% du dividende qui revient à 4 euros, 4 euros par action de dividende au cours de l'exercice 2022. Au niveau des ratios par rapport au CAC Mid and Small, donc je vous rappelle, le PER et le cours sur capacité d'autofinancement, c'est les leviers value. Donc au niveau du PER, on est sous-évalué de 52% par rapport au marché et de 51% en capacité d'autofinancement, en cours sur capacité d'autofinancement. Donc les leviers value sont cochés. Pour rappel, donc le PER a été impacté positivement par la vente de la méridionale, mais on est plutôt autour de 9 de PER. Au niveau des leviers qualité, donc le ROCE est supérieur à 94% par rapport à celui du marché, 7,2 contre 14 pour Steph, et la croissance du chiffre d'affaires était de 22% contre 9,6 pour le marché, donc plus 129%. Donc on est totalement quality, value et small, c'est entre la small et mid cap chez Steph quand même. Donc c'est très très bon à ce niveau-là. On est toujours sous-évalué, la stratégie va débouler dans les comptes, j'ai confiance, et le management a aussi confiance, donc c'est très très bon. Société suivante, je vous en ai déjà parlé, c'est LDC, donc c'est un groupe familial créé en c'est un groupe familial, pardon, qui a été créé il y a une cinquantaine d'années, je ne sais plus précisément. Et donc, on a une capi de 1,76 milliard d'euros. On est sur la consommation défensive et on est sur donc la vente de produits de volaille, d'œufs. On a également les plats préparés Marie. Donc, vous connaissez sûrement cette marque Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Poultoc, Marie. Matine et Nature et Respect, c'est pour les sociétés en B2B. Donc, on a un mix des activités en 2022-2023 en pourcentage. Donc, vous voyez que le volaille et amont, c'est 72% du chiffre d'affaires. Donc, volaille et amont, c'est-à-dire que la société est verticalement intégrée dans la culture de céréales, comment dire, la naissance des poussins, tout ça. On est verticalement intégré à ce niveau-là. Ensuite, international, c'est 14% du chiffre d'affaires et le traiteur, 14,2%. Au niveau du mix géographique, on est à 77,5% en France et 22,5% à l'export. Donc, on est quand même sur un leader incontesté en France sur l'industrie de la volaille. Avec 23 000 salariés, on a plus de 7 000 éleveurs qui font
qui coopèrent avec le groupe. On a une centaine de sites industriels. On est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, comme je vous l'ai dit juste avant. Et elle joue un rôle essentiel dans le développement de la filière et notamment de l'accès à la souveraineté alimentaire en France, donc pour avoir des volailles françaises, on le verra après, qui se fait fortement attaquer par la volaille ukrainienne à cause des idées débiles de l'Union européenne. Mais je n'ai pas d'avis là-dessus, je tiens à le dire, vous le verrez après. Donc on a 5,8 milliards de chiffre d'affaires en 2022, c'est assez énorme. Vous voyez que la croissance du chiffre d'affaires de 2004 à 2022, on est à 8% annualisé, donc par croissance externe et par croissance organique. Donc on a eu plus de 50 opérations d'acquisition. On est un serial acquéreur, on sait très bien intégrer les sociétés et remonter leurs marges. Et donc on est passé vraiment à un taux de croissance annualisé de 8%, c'est vraiment très très bon durant ces années de 2004 à 2022, donc durant ces 18 années. Donc au niveau de LDC, on est sur un price maker. Pour rappel, vous savez que la valeur part de marché, c'est égal à du pricing power. Donc on n'a pas d'autres vraiment de gros concurrents en France sur la volaille française et de qualité supérieure louée. Donc c'est un price maker qui investit et qui innove. Donc on a réussi en 2022, malgré les grippes de poulets, de volailles et donc on a dû tuer un sacré nombre de volailles à faire passer des hausses de prix pour maintenir les marges. Donc ça montre qu'on a un certain pricing power. Donc on est passé à une marge opérationnelle à plus de 5%, ce qu'on n'avait pas retrouvé depuis très très longtemps. Et on voyait que la société est très bien gérée parce qu'on a un free cash flow cumulatif de 2013 à 2022 de 854 millions d'euros, même si les marges sont assez faibles. Donc les forces de la société, c'est qu'on a plus de 40% de part de marché sur le segment de la volaille en grande et moyenne surface en France. Je vous laisserai lire, mais on a des marques fortes. Donc moi, j'achète du poulet de ces marques-là. On a un actif de production moderne et bien investi. On a une capacité d'innovation de 130 personnes en R&D. On a un modèle simple, efficace et éprouvé. On a un acteur incontournable pour les éleveurs français. Et on a la stabilité d'un actionnariat familial et long terme. Donc au niveau des menaces, on a l'élasticité de la demande de volaille qui pourrait s'accroître à un certain palier de prix, la pression de la GMS sur les prix et la bataille des marges. On n'a pas de contrôle sur le prix des intrants, ça c'est vrai, même si on peut les répercuter. On a un décalage entre une partie des hausses de coûts et des hausses de tarifs, c'est vrai. On a la grippe aviaire et les conditions météorologiques qui peuvent jouer sur la société et sur le tonnage de volailles qui est vendu chaque année. Et on a un risque de controverse ESG évident, ça c'est vrai. Donc je vous laisserai regarder les opportunités et faiblesses. Moi, je continue. Donc au premier trimestre, on a eu un très très bon chiffre d'affaires, donc à plus 12,9%, croissance des ventes portée par les revalorisations tarifaires, retour progressif des volumes. Donc la société reste confiante, je vous ai déjà lu ça au dernier bilan PEA, donc au regard de ce début d'année, LDC confirme ses objectifs de dépasser un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros et un maintien de marge opérationnelle courante autour de 5%. Donc là, on a toujours des volumes qui sont en baisse, mais qui reviennent petit à petit, mais on a toujours des hausses tarifaires qui compensent cette baisse de volume, notamment à cause de la grippe aviaire. Donc là, je vous ai sorti un article, je ne sais plus de quel site, et on doit lutter en fait contre les importations à bas coût. C'est vraiment une priorité. Donc ça, c'est les syndicats de la volaille française, je ne sais plus comment ça s'appelle, et on nous dit que en fait, les volumes de volailles importés en France continuent de progresser. Donc on avait 10% en plus en 2022 par rapport à 2021 et 5,7% sur le premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022. Donc en 2022, 43% des volailles consommées en France ont été importées et 45,2% sur les 6 premiers mois de 2023. Le marché de la volaille est ainsi assailli d'importations à bas coût ne répondant pas aux mêmes exigences réglementaires et sanitaires que la volaille française. Donc là, en fait, on fait allusion à la volaille ukrainienne, donc on vous le dira après. Donc ensuite, voilà, la filière a besoin de protection au niveau européen et français. Donc, et en plus, elle fait appel à la responsabilité de chacun de faire le choix de la volaille française en magasin. Donc, on sait que les plus démunis ne peuvent pas forcément acheter de la volaille française qui est plus chère forcément. Donc voilà, je vous ai mis ici un article de Euractiv, je crois que ça s'appelle, et on voit que
En solidarité avec le pays en guerre avec la Russie, donc on parle bien sûr de l'Ukraine, l'Union européenne a suspendu les droits de douane avec l'Ukraine, rendant les poulets que le pays continue à produire encore plus compétitifs. Donc selon l'interprofession française de volaille en vol, donc là c'était là un article de l'Envol juste avant, les volumes de viande de poulet arrivant directement d'Ukraine en France ont augmenté de 75% sur 6 mois. Donc ça c'est très grave, hein. On produit à bas coût, c'est pas de la bonne qualité, ils n'ont pas les mêmes réglementations, donc c'est très grave. Donc, le président de l'Envol a appelé le ministre Marc Fesneau à activer un mécanisme européen, une clause de sauvegarde, pour empêcher la poursuite de ces importations à droit nul et sans limite de volume. On est tous solidaires du peuple ukrainien, a-t-il ajouté. Toutefois, selon l'Envol, la suspension des droits de douane déstabilise la production européenne et profite avant tout à un seul et même groupe industriel actif en Ukraine, MHP, coté en bourse à Londres et dont le siège est basé à Chypre. Je ne veux pas envoyer de signal hostile à l'Ukraine, a répondu Marc Fesneau. Donc c'est vraiment je ne dirai pas le mot, mais c'est vraiment des débilos dans l'État qui nous dirigent. Donc franchement, c'est grave. Affirmant que l'activation de la clause de sauvegarde pourrait être assimilée à un acte d'hostilité. D'où avoir une souveraineté de notre nourriture, de nos poulets, serait un acte d'hostilité envers l'Ukraine. C'est vraiment de la non-réflexion à ce niveau-là. Avant de prendre une position définitive, il dit vouloir établir dans quelle mesure la suspension des droits de douane déstabilise ou pas le marché. Parce que en fait, ça déstabilise l'offre et la demande. Les gens achètent du poulet moins cher et on a de la concurrence déloyale en fait. C'est tout simplement de la concurrence déloyale. Bref, pourquoi j'achète du LDC? Parce qu'on a une croissance stable et régulière, donc 8% de croissance annualisée entre 2004 et 2022. On a un leader incontesté avec 40% des parts de marché en France. On a un modèle éprouvé et rentable, 5% de marge opérationnelle normative. On a une capacité d'intégration et d'acquisition, 40%, 40 acquisitions en croissance externe en 50 ans. On a un bilan forteresse avec 380 millions de cash et on a une valorisation très attractive avec 15% de free cash flow yield actuellement. Au niveau du dividende, on a 2,39% du dividende. La croissance stable et régulière de ce dividende est supérieure à 13% par an entre 2013 et 2022. Donc c'est vraiment pas mal, à part en 2019-2020, on a baissé le dividende à cause de la crise sanitaire. On a eu un très très bon retour sur les dividendes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une action à 131,04 €. Au total, j'ai 3 actions avec un PRU de 125,16 €. Donc vous voyez que ça a bien chuté là, mais ça se reprend actuellement. Je suis assez confiant sur le titre au vu de la sous-évaluation constante et des bons résultats qui risquent d'arriver cette année. Au niveau des ratios par rapport au CAC Mid Small, donc on est sous-évalué au niveau du PER de 43,8%, donc c'est checkmark à ce niveau-là. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement, on est à moins 45,35%, donc c'est checkmark sur le levier value, les deux cases sont cochées. Au niveau du levier quality, on a un ROCE à 17,8, plus 147% par rapport au marché, donc c'est checkmark également. Croissance du chiffre d'affaires, on est à 15,3% en 2022, donc ça revient à plus 59%, donc c'est checkmark également. Donc on est quality et value et on va dire mid cap sur cette société, donc ça contribue pleinement à ma stratégie de rattrapage et de revalorisation du marché de sociétés très qualitatives, familiales et très bien gérées. Au niveau des contributions à ma performance sur le mois d'août, vous voyez que Veralia a contribué positivement parce qu'elle a fait 9% de performance. Ensuite, c'est Technip 4%, Orsero 4% également, Séché 3%, 3,61%, Thermador 3,29%. Bref, vous voyez que mes pires contributeurs, c'est Click Digital que j'ai vendu 16,61%, Silly moins 12%, donc c'est une toute petite ligne, ça n'impacte pas beaucoup, Safoland moins 11%, Scanfil moins 9%, Crit moins 8%, Groupe Guillain moins 4. Bref, je vous laisse regarder les perfs et vous voyez qu'on a eu plus de rouge que de vert et dans des plus grandes proportions. Donc, mon portefeuille a été baissier sur ce mois d'août et sur ce mois de septembre, c'est un peu un bain de sang actuellement. Donc, ma performance stock picking vs indice. Donc, en year to date, donc depuis le début de l'année, je suis à 5,4 sur mon stock picking. Le CAC Mid Small est à 6,2. Le CAC 40 Net Return est à 15,4 et le Stoxx Europe 600 ex-UK Small Cap est à 6,5. Donc j'ai plutôt une performance en ligne avec mes indices. Je sous-performe un peu, mais comme je dirais et qu'on discute souvent avec Mehdi,
donc mon ami de bourse, j'aime le dire, mon camarade de bourse actuellement. On discute bien et le but dans ce marché, c'est de faire le moins d'erreurs possible et d'investir dans des sociétés les plus qualitatives possibles, les plus récurrentes, qui ont montré un track record impeccable et dont la valorisation est vraiment acceptable en vue de la qualité des business. Vous avez notamment les ESN en ce moment, donc on est le 25,09 qui se font violemment attaquer. Et c'est vraiment également un bain de sang sur ces ESN. Je citerai la plus qualitative et la plus récurrente, Neurone, qui sort de très bons résultats et qui a une valorisation qui est vraiment très acceptable en ce moment. Donc voilà. Donc au niveau de mon portefeuille, c'est mon portefeuille actuel. On est donc le 25 septembre. Donc c'est mon portefeuille vraiment mis à jour au dernier moment. Donc vous voyez Steph, Obey, SAMC, LDC, Fountaine Pajot sont mes 5 premières lignes. Ensuite S2I, Guillain, Katana. Donc c'est un peu les prémices. Vous pouvez voir un petit peu ici ce que j'ai vendu et ce que j'ai acheté sur ce mois de septembre. Mais j'y reviendrai assez rapidement dans la vidéo pour le mois suivant. Donc vous voyez qu'actuellement, l'industrie pèse 35% contre 36 le mois dernier. La consommation discrétionnaire 26 contre 27 le mois dernier. On a ensuite la technologie qui représente 14% contre 13%, 13% contre 14% le mois dernier. Ensuite, on a la consommation courante à 9%. Donc là, en fait, la répartition n'a pas trop changé entre... donc là, j'ai mis secteur pays, mais il n'y a que les secteurs. Entre les secteurs sur ces 2 mois, mais je pense que sur ce mois de septembre, ça va pas mal changer. Donc là, c'est encore sur le mois d'août. C'est un peu une gymnastique mentale pour vous, je pense, de savoir ce que je vous dis parce que je fais ce recap tardif. Donc au niveau de la croissance des dividendes, je suis le portefeuille est évalué à 5 988 € contre 6 300 le mois dernier. Donc on est à 0% de plus-value contre 6% le mois dernier. Donc vous voyez, donc là c'est vraiment actuellement en septembre. Donc je me fais un peu attaquer par le marché en ce moment. Les dividendes, on est toujours à 190 € avec une croissance de 12% par an du dividende et j'ai un rendement du dividende de 3,17%, donc parce que le marché a baissé. Donc voilà, n'oubliez pas, j'ai l'offre sur le document que j'ai fait, le retour d'AG de Groupe Guillain, dans la description. Vous avez en ce moment 150 € offerts sur 2 jours là, si vous ouvrez un compte Boursorama. Donc c'est vraiment l'offre la plus intéressante avec mon code PA APR6994. Envoyez-moi un message, vous pouvez clôturer le compte direct, ça vous fait 150 € gratuitement. Trade Republic, vous avez un lien, c'est mon compte titre pour acheter des ETF Smart Beta, donc c'est le compte titre que j'utilise, donc c'est très très qualitatif. Lynxea, j'en utilise pour acheter quelques SCPI et des fonds de William Higgins, sans frais, enfin les frais les plus compétitifs du marché. Bourse Direct, c'est mon PEA et mon PEA PME, donc vous avez 50 € offerts avec mon code. Je suis très satisfait de Bourse Direct. Ils répondent direct au téléphone, c'est très qualitatif. Vous avez également Fortuneo, donc vous avez 120 € offerts. 120 € offerts, donc avec l'ouverture d'un compte titre d'une assurance vie, d'un PEA ou d'un PEA PME avec mon code parrain. Le seul défaut, c'est qu'il faut faire 1 000 € de dépôt initial. Et enfin, vous avez mon lien Realty, l'immobilier tokenisé. Donc, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que mon oratoire s'améliore. Donc, comment je parle s'améliore par rapport à mes débuts. Si vous êtes satisfait également de la qualité que je mets par rapport au début, j'essaye d'être le plus qualitatif possible et de mettre le maximum d'informations en un minimum de temps. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout, dites-le moi si ça vous plaît en commentaire, ce que vous pensez des sociétés et ce que vous pensez du marché actuel. C'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.